donc évidemment un sujet incontournable dans la transition énergétique du bâtiment. Donc je vais tout d'abord me tourner vers Eric Alotti. Donc dans votre manifeste Energy Meeting, vous rappelez que 75% des constituants d'un bâtiment sont renouvelés durant sa durée de vie, enfin pendant sa durée de vie, donc c'est un chiffre assez parlant. Et vous parlez donc du bâtiment comme une banque de matériaux. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliciter cette notion de banque de matériaux? Oui. Alors bonjour à toutes et à tous. Je pense d'abord il faut recontextualiser en fait ce qu'on entend par économie circulaire en fait. Aujourd'hui il y a souvent en fait une assimilation entre économie circulaire et valorisation des déchets. C'est des choses qui sont très différentes. D'ailleurs, si on regarde aujourd'hui le constat au niveau français, au niveau du BTP, on produit près de 247 millions de tonnes de déchets par an, ce qui représente en volume 70% des déchets français. Donc, sachez aussi qu'au niveau de la Commission européenne, il y a à peu près 95 milliards d'euros qui sont consacrés à la gestion du traitement des déchets, mais il n'y a que 5 à 9% des matières qui sont réinjectées dans les processus de production. Oui. Donc, si on regarde la dernière étude McKinsey qui dit qu'en plus, si on pensait correctement à l'économie circulaire, en fait, d'ici 2030, on pourrait générer 600 milliards d'euros d'économies par an en Europe. Vous imaginez le potentiel qu'on a en fait à pouvoir passer d'un paradigme linéaire à un paradigme circulaire. Si on applique ça au bâtiment maintenant, si on applique ça au bâtiment, aujourd'hui un bâtiment, quand on regarde la durée de vie totale du bâtiment, ça coûte plus de 3 fois du coût de construction du bâtiment. Et quand on regarde en fait, quand on construit un bâtiment comme une banque de matériaux, aujourd'hui les premières estimations, il y a environ 200 000 m² de bâtiments qui sont construits selon l'approche économie circulaire cradle to cradle. On estime aujourd'hui qu'on peut récupérer en valeur ajoutée à l'issue de la période d'usage d'un bâtiment entre 10 et 15% de sa valeur de construction. Et ça, alors même que les ressources vont continuer à se raréfier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on pense éco-conception, et finalement la banque de matériaux, c'est un nouveau concept en fait pour penser l'éco-construction d'un bâtiment. On va passer à un bâtiment en fait qui va être pensé comme un système constructif démontable. Donc on va passer à un système constructif démontable et on va faire des choix plus pertinents de matériaux. On va choisir des matériaux qui seront non toxiques, parce qu'il faut intégrer la santé dans l'économie circulaire, et aussi qui auront un potentiel de cyclabilité. C'est-à-dire qui conserveront une valeur résiduelle qui permettra, après usage, de rapporter de la valeur. Comment on arrive à faire ces choses-là? En fait, on utilise en fait un concept qu'on appelle un passeport circulaire, qui est une espèce de carte d'identité qu'on va attacher à chacun des constituants, chacun des composants, chacun des produits du bâtiment. Dans ce passeport, on va trouver en fait sa composition, ses prochains usages, sa localisation, son volume. On va y trouver sa période d'usage. Donc toutes les informations qui vont nous permettre de mettre de l'intelligence circulaire dans le bâtiment afin qu'à l'issue de sa construction, on ait un bâtiment circular ready. Ça veut dire que derrière, on pourra en faire le resource management dont je parlerai peut-être après. Emmanuel Normand, donc vous êtes directeur du développement durable chez Saint-Gobain. Qu'est-ce que vous évoque cette vision enthousiasmante de bâtiments comme banque de matériaux? Alors moi, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout ce qui concerne la recyclabilité des matériaux de construction est très loin de ce que ça devrait être. On a un certain nombre de matériaux, par exemple que nous on produit, que sont le verre, le gypse, qui sont des matériaux qui sont infiniment recyclables. Donc le fait d'avoir des matériaux qui sont disponibles dans les bâtiments et qui, lorsque le bâtiment est déconstruit, puissent re-rentrer dans notre process de production, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors après, quand on parle de banque de matériaux, il peut y avoir deux idées. La première, c'est la réutilisation d'un certain nombre de matériaux. C'est une notion qui peut être valable dans un certain nombre de cas, mais je pense qu'en général, c'est une notion qui est assez marginale par rapport à l'ensemble des matériaux dont on parle. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent, les bâtiments qu'on déconstruit sont des bâtiments qui ont été construits il y a longtemps. Et donc, on est obligé de requalifier les matériaux, parce qu'on ne va pas pouvoir réutiliser pour toute une série d'applications des matériaux tels quels. Donc, il faut les requalifier, il faut les retransformer. Et une bonne façon de les retransformer, c'est les remettre dans un processus de production pour reproduire un matériau qui est aux qualifications du moment. Donc, l'enjeu,
L'enjeu, c'est de faire que les matériaux qui sont aujourd'hui existants dans les bâtiments puissent revenir en production. Alors, monsieur cite l'éco-conception. L'éco-conception est effectivement une notion qui est extrêmement importante pour les bâtiments futurs. Le problème dans le monde de la construction, c'est que l'on construit pour 30, 50, 70 ans. Et donc, on a une problématique par rapport aux bâtiments futurs et de s'assurer qu'on ne refasse pas demain, qu'on n'ait pas demain les mêmes problèmes que l'on peut avoir aujourd'hui, mais on a une problématique spécifique pour les bâtiments existants pour arriver à comprendre comment faire que la plupart des matériaux puissent être déconstruits d'une manière qui soit suffisamment correcte pour pouvoir rentrer dans le processus de fabrication. Et est-ce que vous pourriez nous faire un point sur les filières qui existent d'ores et déjà en matière de recyclage, qui fonctionnent bien? Alors, dans les matériaux que Saint-Gobain utilise et produit, la filière qui est la mieux installée est la filière qui concerne les plaques de plâtre. Alors, elle concerne avant tout les déchets de construction et pas les déchets de déconstruction. C'est-à-dire que pour une plaque de plâtre, souvent, vous êtes obligé de couper des morceaux pour mettre la plaque à la bonne taille dans la construction, en ayant des systèmes de big bag qui permettent de récolter les chutes de production et un système de collecte. On est capable, là, d'avoir un bout de recyclabilité, d'avoir moins de pertes, finalement, à la construction. La question de la récupération des plaques de plâtre à la déconstruction, ça, c'est un sujet qui n'est pour l'instant qu'à ses débuts. Et qui est ses débuts, pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir déconstruire de manière correcte. Donc il faut pouvoir réaliser des audits préalables à la déconstruction. Il faut s'assurer qu'au moment de la déconstruction, il n'y ait pas de pollution entre, par exemple, de la plaque de plâtre et d'autres matériaux, par exemple de l'amiante. Et il faut que tout ça, qui implique toute une série d'acteurs, soit suffisamment compétitif par rapport à une alternative, qui est une mise à la décharge, qui reste encore très compétitif dans le contexte français. Donc il y a toute une série de conditions à réunir pour que ça se mette en place. Mais donc la plaque de plâtre est le plus avancée et on a lancé en 2018 une filière pour les laines minérales et il y a un certain nombre de filières qui se mettent en place pour les produits verriers. Et si vous devez lister les principaux avantages les plus évidents en matière de recyclage en rénovation, en économie circulaire plutôt? Alors d'abord, pour moi, le premier avantage de la récupération des déchets et d'avoir des déchets qui soient triés de manière correcte sur un chantier, d'abord c'est le service que l'on apporte aux artisans. Les artisans ont besoin d'avoir des chantiers qui soient des chantiers propres et ont envie qu'il y ait des systèmes qui soient en place pour que les matériaux puissent être réutilisés et n'aillent pas en décharge. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est bien évidemment, pour ce qui nous concerne, une économie de ressources. Si on est capable de remplacer du sable pour fabriquer du verre par ce qu'on appelle du calcin, c'est-à-dire du verre qui provient du recyclage soit de bouteilles, soit de fenêtres, c'est de l'économie de ressources, la pression en moins sur la ressource. Même chose pour le gypse. Et l'économie sur les ressources, c'est aussi moins d'émissions de gaz à effet de serre. On remplace 1 tonne de sable par 1 tonne de calcin pour produire du verre, c'est 250 kg de CO2 en moins à l'émission. Eric Alodi, du coup, vous aviez fait votre transition vous-même tout à l'heure sur le management de la ressource. C'est aussi un cas vraiment intéressant puisque ça peut imaginer que ce soit une économie qui circule de secteur en secteur. Donc on revient aussi à la question de la toxicité puisqu'il faudra bien vérifier que les produits intrants dans le secteur du bâtiment respectent les termes de toxicité par rapport à la qualité de l'air intérieur, par exemple. Est-ce que vous pourriez un peu développer ce point? Oui, d'abord j'aimerais apporter un complément à ce que disait Emmanuel à l'instant, où je suis tout à fait d'accord avec le fait que le réemploi, malheureusement aujourd'hui,
est limité et l'usage de places de marché en fait est compliqué, notamment du fait des assurances. Je rajouterai juste le fait qu'un bâtiment, c'est un métabolisme lent. Vous disiez au début, en fait, 75% des constituants d'un bâtiment sont remplacés pendant la vie du bâtiment. Donc quand on fait de la rénovation, on peut soit la faire en fait à l'ancienne, soit on peut faire de la rénovation qui inclut l'éco-conception. D'accord. Donc il y a beaucoup de matériaux qui rentrent et qui sortent. Pour la déconstruction, effectivement, c'est compliqué, surtout quand c'est ancien. Bon, je ne parle même pas quand c'est amianté. Là, on a fait, par exemple, déployer des travaux dans le cadre du groupe Nexity de déconstruction, reconstruction, à partir de produits en fait, qui sont upcyclés, qui demandent effectivement, et je rejoins M. Normand, en fait, le fait de faire un diagnostic, de remplacer le diagnostic déchets qu'on fait habituellement par un diagnostic ressources, et de voir ce qui éventuellement peut être réemployé, en général c'est très peu, mais ce qui peut être éventuellement, si c'est démonté correctement, être acheminé vers des filières en fait, d'upcyclage comme celle de Saint-Gobain par exemple. Mais ça demande en fait de repenser le modèle économique. Ça veut dire qu'il faut trouver des acteurs alternatifs. Aujourd'hui, on est confronté à des acteurs qui ont du mal en fait à penser différemment et qui vont, quand on va leur demander une dépose sélective, en fait, résister et surfacturer parce qu'ils n'ont pas trop envie de faire différemment, d'aller chercher de nouvelles compétences, donc de manière à être dissuasif. Donc tout ça, c'est un tout en fait. C'est-à-dire c'est déconstruction de l'ancien, rénovation, éco-construction du nouveau. Et pourquoi on fait tout ça? Pourquoi en fait on a besoin d'éco-concevoir en fait? C'est que derrière on va pouvoir gérer la ressource. Les ressources qu'on utilise en fait aujourd'hui, on a conscience du gaspillage alimentaire, mais on a peu conscience que toutes les ressources qu'on utilise, qu'on soit industriel, du bâtiment ou autre, en fait deviennent des déchets très largement. Donc notre leitmotiv, c'est un petit peu make money, not waste. Il y a de l'argent en fait, il y a de la valeur résiduelle. Et si je prends le bâtiment, vous êtes propriétaire du bâtiment et vous continuez à payer le prix fort, l'enlèvement de vos ressources usagées, vous voyez, je n'utilise pas le notion de déchets, vos ressources usagées, ou si vous ne faites pas des économies significatives au moment de l'enlèvement, c'est que vous êtes encore dans le paradigme du déchet et pas encore dans le paradigme de la ressource. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, à partir du moment en éco-conception ou en rénovation, on a donc caractérisé les gisements de matières et de matériaux et de produits qu'on va mettre dans notre bâtiment. À ce moment-là, on a de l'information, on a de la data, on a de l'intelligence. Du coup, derrière, on pourra utiliser des plateformes comme par exemple Psycléa ou d'autres, des systèmes d'exploitation avec des algorithmes intelligents qui sont capables de mettre en lien des gens qui ont des gisements caractérisés avec des gens qui ont des besoins caractérisés via des transformateurs les plus locaux possibles. On crée des écosystèmes, comme dans la nature en fait. C'est l'écosystème par la somme des compétences de chacun qui permet de créer davantage de valeur qui peut du coup financer l'écosystème lui-même. Donc au lieu de partir dans une approche linéaire où en fait on a des déchets dont on ne sait rien, qu'on essaye plus ou moins en fait pour lesquels on essaie de trouver plus ou moins des exutoires, alors qu'on n'est pas très motivé parce qu'on reste quand même financé globalement par l'enlèvement du déchet. Je vous débarrasse, monsieur le client, monsieur le propriétaire, de vos déchets. Si en fait on inverse l'approche et qu'on se dit qui a besoin en fait de mes ressources usagées, qui a besoin de ces matières secondaires-là, donc mes ressources usagées, mes ex-déchets ont une valeur résiduelle, ont de la valeur. Le fait de penser comme ça, et j'engage en fait les gens du bâtiment, les propriétaires, les asset managers, les property managers, en fait tout ça, à penser en se disant mais ma ressource a de la valeur, comment je peux la valoriser? Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on aide nos clients, premièrement, par un diagnostic circulaire à dire quels sont les potentiels, et deuxièmement, à mettre en place des plateformes, par exemple, comme Psycléa, qui vont justement recenser les gisements caractérisés, recenser les besoins qui peuvent venir de l'extérieur de l'industrie du bâtiment. Aujourd'hui, on est capable, en fait, de pouvoir transformer des moquettes en moquettes, comme du plâtre en plâtre, ou des moquettes en filet de pêche, ou en collant pour femmes. Parce qu'une moquette en nylon, par un processus de dépolymérisation, on est capable de régénérer le nylon comme s'il était issu du pétrole, et puisque c'est du nylon régénéré, à l'identique en termes de qualité que s'il est issu du pétrole, d'en faire autre chose qu'une moquette. Vous voyez, donc on est ce qu'on appelle en fait en boucle ouverte, et peut-être qu'on va trouver un écosystème avec un modèle économique profitable en boucle ouverte en faisant de la moquette du collant, et peut-être pas forcément en faisant, pour des raisons aussi peut-être de localisation, d'impact carbone, de faire de la moquette en moquette. Donc c'est vraiment important de se mettre dans cette optique-là. C'est le marché, le besoin qui doit tirer en fait la demande pour identifier le gisement qui convient via les transformateurs qui permettent de répondre à la qualité attendue en fait par le client. C'est ça le resource management, et c'est pour ça qu'on a besoin d'outils intelligents parce que ça fait beaucoup de données à gérer.
Donc aujourd'hui, construisez des bâtiments, rénovez des bâtiments qui soient intelligents du point de vue circulaire, qui soient circular ready, parce que d'ailleurs, on sera capable en fait de pouvoir générer du revenu plutôt que du déchet. Enfin, je souhaitais vous poser une question toute simple à tous les deux. Quels sont selon vous, même il y a déjà eu des éléments de réponse pendant la discussion, les principaux freins au développement de cette économie circulaire dans le secteur? Emmanuel Normand. Alors pour moi, très clairement, aujourd'hui, c'est l'économie du système. C'est beaucoup moins un frein technique qu'un frein économique. Hein, et très clairement, aujourd'hui, malheureusement, l'alternative qui est la mise en décharge des déchets du bâtiment est très économique. Et donc, c'est très désincitatif à ce que l'ensemble des acteurs de la chaîne puissent se mettre autour de la table pour construire des filières qui soient robustes. Moi, je dirais qu'il y a deux choses en fait qui me frappent. C'est d'abord, effectivement, le modèle économique, mais en termes de manière de penser. C'est-à-dire qu'on peut chercher à optimiser le tri, optimiser les filières, etc. Mais là, on est dans l'optimisation d'un certain paradigme qui reste encore malgré tout pas mal celui du déchet. Si on commence à se dire en fait comment je vais pouvoir faire en sorte que mes acteurs, ma chaîne, en fait, ma filière, mon écosystème soient prêts à m'acheter mes ressources usagées, on inverse complètement la problématique en fait. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, en fait, c'est que quand on crée des écosystèmes, il faut apprendre à coopérer entre acteurs. C'est-à-dire, c'est comme dans la nature, la création de valeur, elle résulte de la somme de diversité d'acteurs et de compétences. Pour coopérer, ça demande de changer de manière de penser, parce qu'on n'a pas l'habitude. On raisonne nous-mêmes de manière linéaire. C'est-à-dire que quand on parle d'économie linéaire, on pointe à l'extérieur, alors qu'en réalité, nous-mêmes, souvent, notre manière de penser est très linéaire. Donc, coopérer, ouvrir un petit peu en fait certains secrets de fabrication suffisamment pour créer davantage de valeur, ça peut aider. Troisième chose, en fait, c'est les freins réglementaires. Aujourd'hui, on pourrait faire du béton à partir de béton. C'est ce qui se fait en fait dans des proportions beaucoup plus vastes, par exemple en Hollande ou ailleurs. En France, on peut en mettre pas plus de 30% selon l'exposition. Donc la réglementation peut accélérer ou freiner en fait ces choses-là. Et en fait, et la dernière chose, c'est l'innovation. C'est-à-dire que quand on veut transformer une matière en autre, souvent on a besoin d'innover. Et l'innovation, elle n'est pas forcément technique, elle peut être aussi contractuelle. Par exemple, si je fais de l'éco-conception en termes de promoteur, donc je vais créer de la valeur, mais qu'au final, c'est celui qui est en bout de chaîne, en fait, le facility manager, le resource manager ou le propriétaire qui va récupérer la valeur de la qualité qui a été mise en amont, comment se répartit en fait la valeur qui a été créée entre les uns et les autres. Donc il y a là aussi des innovations intéressantes sur le plan contractuel, des manières de partager cette valeur-là entre l'amont et l'aval qui doivent se réfléchir pour que le système évolue et pour qu'on passe vraiment dans un paradigme de la ressource. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir. Donc à présent, voilà une question. On a du temps pour des questions-réponses. Donc je vous rappelle que ça porte sur les 3 derniers exposés. Monsieur Akirdi est encore là pour le décret tertiaire. Il y a également l'opération rue La Boétie, ou le thème qu'on vient d'aborder. Donc y a-t-il des questions? Oui, monsieur. Ça arrive. Oui, bonjour, Philippe Ladet, thermicien. J'avais une question donc, sur l'application de la loi concernant les rénovations sur le bâtiment tertiaire. Donc, vous nous avez parlé de la future loi, du futur décret, des éventuelles sanctions qui seraient appliquées en fonction soit de non-déclaration, soit d'objectifs, de dépassement des objectifs. Ma question elle est simple, qui va faire des contrôles et qu'est-ce qu'on va contrôler? Il y a 2 choses qui peuvent être potentiellement contrôlées. C'est pendant toute la décennie 2020-2030, c'est le reporting, puisqu'aujourd'hui on a une obligation de reporting pendant la première échéance. L'échéance pour mettre en place les actions, c'est 2030. Donc l'atteinte ou pas des actions, ça sera un contrôle après 2030. Comme j'expliquais, il y a aujourd'hui un champ d'application large pour les assujettis. Simplement, ils peuvent apporter dans la décennie 2020 la justification qu'ils n'atteindront pas les 40 ou les 50, enfin les 40% dans la première étape.
Et donc voilà, c'est ça qu'on va regarder. Alors qui, ça va être les gestionnaires de la plateforme. Donc aujourd'hui, on travaille essentiellement avec l'ADEME, qui aujourd'hui gère la plateforme DPE, enfin la base DPE. Donc a priori, c'est l'ADEME qui va gérer la plateforme de la même façon. Et donc ça sera elle qui regardera les informations. Après, concrètement, pour ce qui est de l'application des sanctions, ça, il est encore trop tôt pour déterminer comment on exercera le contrôle. Parce qu'aujourd'hui, les agents de l'État peuvent être assermentés pour exercer du contrôle de la construction. Donc on verra au moment venu voilà, la mise en place de ce contrôle. Enfin, on n'est pas encore, on a un petit peu de temps devant nous. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, bonjour. Une question pour Monsieur Accardi concernant la loi Elan. Aujourd'hui, je suis architecte en train de la mettre en pratique sur une transformation de bureaux en logement. Donc j'ai constaté en la regardant que la loi Elan permet de passer, si la mairie est d'accord, au-delà du PLU pour un bonus de constructibilité de 30% par rapport au stationnement et puis à la loi SRU. Sans arriver à 30%, on a des blocages d'ordre du volume des constructions actuelles qui fait qu'il y a certaines souplesses qui créent encore des blocages. Donc est-ce qu'il y a des évolutions qui sont prévues à ce niveau-là? Votre question, c'est sur le bonus de constructibilité, c'est ça? Oui, c'est de manière plus pratique ici. Ah oui. Sur la transformation d'immeubles de bureaux en logement. Oui. Donc sur le fait qu'on a des volumes qui sont très très compliqués à gérer en termes d'adaptabilité, et que quand on a un SRU qui impose 30% de logements sociaux, ce qui est normal, on n'arrive pas à échapper à un mitage, et on a les organismes sociaux qui ne veulent pas faire de mitage parce qu'il faut une cage d'escalier. Et là, on a des blocages parce que les volumes ne le permettent pas. D'accord. Alors, votre question est très précise et très pointue, c'est un cas par cas, donc peut-être que, à la limite, Mais je pense qu'elle peut se représenter. Oui. Ce que je voulais juste dire, puisque vous parlez de réversibilité, c'est que dans la loi Elan, il y a une mesure, alors c'est pas du tout la mesure que j'ai présentée, mais c'est une mesure pour la réversibilité et la mixité des usages, pour harmoniser les règles lorsqu'il y a des changements de destination. Donc c'est une mesure, c'est l'article 30 de la loi Elan, donc c'est aussi des textes qui vont être pris, des textes d'application, pour favoriser le passage d'une activité à une autre. Alors je ne sais pas si ça répond. J'imagine que votre sujet est peut-être un peu plus complexe puisque vous parliez du bonus. Mais voilà, donc en tout cas, il y a le souci dans la loi Elan de favoriser la mixité et la réversibilité des usages dans un bâtiment. Effectivement, en ce moment, c'est plutôt la problématique de transformer des bureaux en logements, mais on peut imaginer que dans d'autres périodes de la vie d'un bâtiment qui quand même dure un certain temps, ça pourrait être d'autres usages ou d'accueillir éventuellement sur le même bâtiment à différents niveaux d'autres usages. Mais bon, sinon, si vous voulez, on peut en discuter après à la pause pour votre sujet spécifique. Oui, j'avais une question concernant le recyclage. Concernant les parties d'enveloppe, le bardage, on était beaucoup précédemment sur des matériaux bruts comme de l'alu, du bois ou de la pierre. Aujourd'hui, on a beaucoup de matériaux composites, bois fibré, alu avec des alvéoles, tout un tas de produits composites, bois, plastique, etc. Est-ce que ça pose des problèmes pour le recyclage? La réponse est oui. Oui. Et la manière de résoudre le problème que ça pose a été citée, c'est l'éco-conception. C'est-à-dire concevoir des matériaux de telle manière à ce qu'ils puissent être facilement démontables et recyclables. Mais oui, alors, ce que vous dites, effectivement, rend le recyclage des matériaux beaucoup plus compliqué, le retraitement des matériaux beaucoup plus compliqué. Oui, je confirme à 100%. En fait, c'est ce qu'on appelle des hybrides monstrueux en fait, en économie circulaire. Parce qu'on pense, ça part d'une fausse bonne idée, d'une bonne intention en tout cas, de se dire on va récupérer des déchets puis on va les combiner. Mais l'éco-conception en fait doit s'inscrire dans un temps long
Et donc penser en fait qu'est-ce que j'en ferai après, parce que si ça passe une fois le déchet, en fait, s'il est combiné pour faire un matériau composite mais qu'après il part à la poubelle après une utilisation, on n'est pas vraiment dans l'économie circulaire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, maintenant il peut y avoir certains composites qui sont pensés pour être indéfiniment recyclables en tant que tels, auquel cas, mais ça veut dire qu'il faut vraiment penser lors de la conception les vies suivantes du produit. J'avais juste une remarque, il suffit de faire des menuiseries en PVC qui sont recyclables à l'infini et on peut utiliser 40% de la matière recyclée dans le profil des PVC. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. PVC. Oui. On peut utiliser les profilés recyclés pour refaire des profilés recyclés en PVC, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on fait notamment dans notre société qui s'appelle VK. Ouais. Donc on utilise 40% de matière recyclée. Alors, le PVC, c'est un sujet épineux en fait, parce qu'il se recycle très très bien. Mais ce n'est pas un matériau très, on va dire, vertueux du point de vue de la non-toxicité, puisque c'est 60% de chlore, le PVC. Donc ça brûle en dégageant d'acide chlorhydrique et des dioxines. 70% de sel aussi. Oui, mais au final, ça dégage de l'acide chlorhydrique et des dioxines. Donc quand ça brûle, je n'ai pas trop envie d'être éventuellement dans un bâtiment. Et l'actualité récente nous a rappelé que malheureusement, en fait, les gens décèdent d'abord d'intoxication des fumées avant de pire. Donc il y a des réflexions qui sont menées au niveau du PVC parce qu'il y a des stocks vraiment importants. Il y a aussi parfois des additifs qui sont mis, mais c'est pas vrai que pour le PVC, c'est vrai pour pas mal de plastiques qui peuvent être problématiques, type phtalate ou type métaux lourds pour stabiliser ou pour assouplir. Donc là aussi, c'est un problème d'éco-conception, c'est comment faire du PVC propre. Il y a Target qui a beaucoup travaillé en fait là-dessus, qui a beaucoup en fait fait évoluer son PVC. Donc il y a des usages qui sont plus ou moins appropriés selon les types de plastique ou les types de produits. Là aussi, ça demande de s'y connaître davantage en chimie des matériaux et devenir plus conscient globalement dans les produits et les ingrédients qu'on utilise en fait pour un usage intérieur notamment. Y a-t-il une autre question? Ça a l'air de ne pas être le cas. Bon, bah écoutez, merci. Merci. Et donc, il y a une pause de 50 minutes et reprise des débats à 16h40.